Je pensais autrefois que mon nom avait de l'importance dans cette maison. Joanne Blake, fille du pasteur Walter Blake et de sa femme Caroline. Une famille encadrée de vitraux et de sermons dominicaux pleins d'expressions comme « bénédiction » et « le plan de Dieu ». Mais quand on est enfant, on ne réalise pas que certaines bénédictions sont traitées comme des fardeaux déguisés. Walter et Caroline m'ont adopté quand j'avais 3 mois. Ils avaient déjà un fils, Benjamin, et ont eu plus tard une fille, Rachel. À l'église, ils m'appelaient leur « petit miracle », une histoire qu'ils racontaient avec des sourires doux sur la façon dont ils avaient ouvert leur maison à un enfant dans le besoin. Mais derrière les portes closes, je n'étais jamais vraiment des leurs. J'étais quelque chose qu'ils avaient pris en charge, pas quelqu'un qu'ils avaient accueilli. Benjamin avait une chambre de bébé avec des murs peints de nuages. La mienne était une pièce d'angle qui servait autrefois de buanderie. Pas de fenêtre, juste une petite lampe qui bourdonnait si elle restait allumée trop longtemps. La couette de Rachel était assortie à ses rideaux fleuris roses. La mienne était une couverture délavée que quelqu'un avait laissée au centre de don. Je ne disais jamais rien. On attendait de moi de la gratitude, et j'étais douée pour en donner l'apparence. Les gens de l'église adoraient la famille Blake. Les sermons de Walter étaient bien rodés. Les repas partagés de Caroline étaient toujours appréciés. Élever 3 enfants avec autant de grâce, disait-il, surtout avec l'histoire particulière de Joanne. Je ne savais pas ce que cela voulait dire pendant longtemps. Je pensais que cela signifiait que j'étais spéciale. Maintenant je sais que cela voulait dire que je portais une tâche dont personne ne parlait. À l'école, quand quelqu'un me demandait qui étaient mes vrais parents, je répondais toujours, j'ai une maman et un papa comme tout le monde. Mais je savais, pas seulement légalement, je le sentais. Le véritable amour laisse des empreintes. Il accroche tes dessins sur le frigo. Il se souvient de quel gâteau tu aimes pour ton anniversaire. Il ne te traite pas comme une épreuve spirituelle. Un soir, je devais avoir 9 ans, j'ai entendu Walter prier à voix haute dans son bureau. Seigneur, aide-moi à supporter cette responsabilité que tu m'as confiée. Renforce ma patience. Rappelle-moi pourquoi tu l'as choisi pour nous. Je suis restée là, invisible dans le couloir, tenant le plateau de dîner vide qu'il m'avait demandé de débarrasser. Je me souviens m'être demandé, suis-je une enfant ou une corvée? Il n'y avait pas beaucoup de photos de moi dans la maison. Caroline gardait des collages encadrés des matchs de baseball de Benjamin, des spectacles de danse de Rachel, même de leurs animaux de compagnie. J'ai trouvé une fois une photo de moi cachée derrière une carte d'assurance périmée dans un tiroir. Je ne souriais pas. On aurait dit qu'on m'avait dit de sourire. C'était ma place. Pas vraiment cachée, mais jamais mise en valeur. Quand j'ai eu 13 ans, j'avais appris à disparaître sans quitter la pièce. C'était utile dans la maison des Blake, où la visibilité venait avec des conditions, bonnes notes, réussite, obéissance, et surtout, silence. Benjamin, d'un an plus jeune que moi, avait des étagères remplies de trophées de Ligue junior et un certificat encadré d'un camp de mathématiques d'été. Rachel, plus jeune de 3 ans, avait des médailles de danse, des rubans, même une vitrine avec une plaque en argent gravée à son nom, Rachel Blake Jr. Miss Grace County. Ils avaient tous les deux des pancartes à leur porte, du bois peint, fixées fièrement. Moi, j'avais un post-it collé un jour à l'extérieur, buanderie, ne pas claquer. Ma chambre sentait encore légèrement l'eau de Javel. Il n'y avait pas de carillon comme dans les autres. Pas de lumière du soleil filtrant joliment pour lire le samedi matin. Il y avait un drain dans un coin du sol, rouillé et bloqué, et quand il pleuvait, on entendait l'eau de la gouttière bourdonner dans les tuyaux au-dessus. Je m'étais habituée au bruit. C'était mieux que d'entendre les rires à l'étage. Pour le 16e anniversaire de Rachel, Caroline lui a organisé un brunch dans le jardin. Il y avait des banderoles, des serviettes monogrammées, un quatuor à cordes du groupe de jeunes de l'église, et une boîte à bijoux sculptée à la main contenant un bracelet en argent, son nom gravé en cursive. Benjamin avait reçu le même 2 ans plus tôt. Cette année-là, j'ai reçu une Bible une d'occasion, avec des pages cornées et des notes dans l'écriture de quelqu'un d'autre. Caroline avait inscrit à l'intérieur de la couverture, la discipline forge le caractère. Nous t'aimons en Christ. Je ne savais pas quelle partie était censée me réconforter. Personne n'a oublié mon anniversaire. Il se contentait de ne pas le célébrer. Au dîner, Walter disait, remercions pour l'année que Joanne a eue et prions pour qu'elle continue à servir le Seigneur. Ensuite, nous mangions en silence. J'ai toujours trouvé étrange qu'une prière puisse remplacer un gâteau. Il fut un temps, vers 15 ans, où j'ai fait mon propre gâteau. J'ai suivi une recette sur une page arrachée d'un bulletin de l'église, un gâteau vanille glacé aux amandes.
Je l'ai attendu toute la journée, faisant semblant de ne pas remarquer le silence, l'absence de cartes ou de bougies. J'ai allumé une allumette et chanté doucement pour moi. Rachel est entrée en pleine chanson, rit et dit « Tu es tellement bizarre ». Cette nuit-là, pendant que je faisais la vaisselle, j'ai entendu Caroline au téléphone. Elle n'a jamais vraiment été destinée à être la nôtre, mais peut-être que Dieu nous l'a donnée pour que nous apprenions la patience. Puis un rire, pas cruel, mais détaché. Je n'ai pas pleuré. À la place, j'ai écrit mon nom à l'intérieur de la Bible. Pas en cursive, juste en majuscule, comme pour dire « Je suis toujours là ». À l'église, on me traitait de « résiliente ». Ce qu'il voulait dire, c'était « Elle ne répond pas ». Agnès Whitmore vivait dans la maison voisine. Une infirmière à la retraite, veuve très tôt, sans enfant. À l'église, on l'appelait Miss Agnès, avec cette condescendance réservée aux femmes âgées qui portaient des pantalons et disaient ce qu'elles pensaient. Pour moi, elle représentait tout autre chose, le temps sans précipitation. Elle m'a fait signe pour la première fois à travers la clôture quand j'avais 10 ans, tenant une assiette de biscuits à la mélasse, et m'a demandé si j'aimais les oiseaux. J'aimais ça, mais je ne connaissais pas vraiment. Alors elle m'a appris les noms, les habitudes, les trajets migratoires. Elle avait des mangeoires accrochées à ses chaînes et un fauteuil à bascule sur sa véranda, parfaitement placé pour observer les pinsons venir et repartir. Après l'école, lorsque Walter était au bureau de l'église et que Caroline préparait une vente de pâtisserie, je restais parfois avec Agnès. Elle ne posait jamais de questions comme « Comment s'est passée l'école » ou « As-tu prié aujourd'hui ?» Elle demandait « De quelle couleur était le ciel pendant la récréation » ou « As-tu appris quelque chose que tu n'attendais pas ?» Un après-midi de printemps, je l'ai aidée à repiquer des plants de tomates. Mes mains étaient couvertes de terre, mes cheveux collés à mon front. Agnès m'a regardé longuement, puis dit « Tu sais, ma chérie, certaines fleurs éclosent même quand personne ne les regarde. Ça ne les rend pas moins vraies. » Elle fut la première personne à encadrer une photo de moi. Je ne savais même pas qu'elle l'avait prise, avec un vieil appareil jetable, alors que je riais en voyant un écureuil voler des fraises dans son jardin. Elle me l'a offerte dans un petit cadre en bois, attaché d'une ficelle. Au dos, elle avait écrit « Tu es plus que ce qu'il voit ». J'ai caché ce cadre derrière mon oreiller. La nuit, je le tenais comme un secret. Car dans un monde où j'étais constamment jugée par la Bible, par Benjamin, parce qu'une « bonne fille » devait être, Agnès ne m'a jamais mesurée. Elle m'a simplement vue. Elle disait « Je ne sais pas si Dieu habite à côté, mais je suis certaine qu'il préférerait passer ses après-midi sur cette véranda. » Je l'ai cru. À 28 ans, j'avais appris à faire la paix avec l'absence. Du moins, le pensais-je. J'avais emménagé dans un modeste appartement à 2 villes de là, travaillé à la bibliothèque du comté, et gardé mon univers petit, prévisible, discret. Cette année-là, Thanksgiving tombait tard en novembre. Je me souviens que les feuilles n'avaient presque plus de couleur et que le vent avait ce tranchant qui pousse à remonter un peu le col. Je n'avais rien prévu de spécial. Puis Agnès m'a appelé. Pourquoi ne cuisinerais-tu pas cette année? Invite-les. Fais de la table la tienne. Au début, j'ai ri. Ils n'ont répondu à aucune invitation ces 5 dernières années. Mais toi, tu sauras que tu as essayé, dit-elle doucement. Ça compte aussi. Alors j'ai cuisiné. J'ai dressé la table avec soin, assiette en fer émaillé du magasin de friperie, serviette en tissu plié en petits triangles, sauce aux canneberges faite maison. J'ai même acheté une guirlande lumineuse pour la fenêtre et allumé la bougie Pumpkin Spice qu'Agnès m'avait offerte l'an passé. J'ai envoyé les invitations 3 semaines à l'avance. Caroline a répondu en une phrase, « Nous recevrons Benjamin et Rachel chez nous ce jour-là. » Rachel n'a pas répondu. Quant à Walter, j'ai supposé qu'il irait là où Caroline le dirait. Pourtant, j'ai cuisiné. J'ai rôti la dinde, l'arrosant toutes les 30 minutes, préparé une farce aux herbes, déposé des petits pains sous un linge en lin. J'ai placé 6 chaises autour de ma table, une pour chacun d'eux, une pour Agnès, et une pour moi. La pendule a marqué 2 heures, puis 3. La nourriture commençait à refroidir. Agnès a envoyé un texto, elle avait été retardée chez le médecin, rien de grave, mais elle mettrait du temps. J'ai fixé longuement mon téléphone, espérant le voir vibrer avec une excuse, un mot, un signe. Rien. À 16h15, je me suis assise seule. J'ai rempli une assiette comme si on me regardait, dinde, pommes de terre, canneberges, 2 petits pains. Je l'ai placé au bout de la table, là où Walter s'assoit habituellement, puis j'ai rempli la mienne. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas explosé. J'ai juste mangé lentement,
chaque bouchée sans goût sous le poids de toutes celles qui n'étaient jamais venues. La bougie vacillait à côté des verres à vin intacts. Ma chaise gémissait quand je me penchais en arrière. Agnès est arrivée juste avant 5 heures, emmitouflée dans son vieux manteau bleu marine, les joues rougies. Elle a jeté un regard aux chaises vides et n'a rien dit. Elle m'a simplement tendu une petite enveloppe froissée. Je voulais te la donner plus tôt, a-t-elle dit. Je l'ai gardée longtemps. Je me suis dit que ça pourrait compter aujourd'hui. À l'intérieur, une lettre pliée. Et en dessous, un paquet de lettres semblables, toutes attachées par un ruban rose fané. Elles viennent de quelqu'un qui s'appelle Evelyne, a murmuré Agnès. Elles arrivaient chaque année. Tes parents m'ont demandé de les jeter. Je ne l'ai pas fait. Le ruban tremblait dans ma main. J'ai regardé le nom sur l'enveloppe de retour, Evelyn Callahan, Brooklyn, New York. Je ne connaissais pas ce nom, mais quelque chose en moi s'est redressé. Le ruban était doux, usé par le temps et les doigts. Je l'ai défait avec précaution, comme si tout le paquet pouvait disparaître si je tirais trop fort. La lettre du dessus avait les bords légèrement jaunis. L'écriture, élégante, penchée, assurée, commençait par un nom que je n'avais jamais entendu prononcer à voix haute. Chère Joanne, je ne sais pas si ces lettres t'atteindront un jour, mais j'écris chaque année, au cas où quelqu'un, quelque part, la laisserait passer. La lettre était datée de mon anniversaire, il y a 12 ans. L'adresse correspondait à celui évoqué par Agnès, Evelyn Callahan, une inconnue. Et pourtant, à chaque phrase, sa voix prenait racine dans des coins que je ne savais pas vides. Tu es né dans une chambre à papier peint lilas au petit matin. Tu as poussé un cri discret, comme si tu attendais de savoir si c'était sûr de parler. Elle racontait sa grossesse effrayée, jeune, non mariée, vivant chez une tante catholique stricte à Flatbush qui croyait plus à la pénitence qu'à la compassion. Evelyn avait supplié de me garder. Mais sa tante lui avait menacé de lui couper les vivres. Elle disait que l'église avait des arrangements de bonne famille, des gens pieux qui m'élèveraient correctement. On lui avait promis des nouvelles, peut-être même des photos. Puis, le silence. J'ai quand même envoyé des lettres, chaque année à ton anniversaire, au cas où l'un d'eux passerait. J'ai lu la suivante, puis la suivante. Chaque lettre retraçait une année de ma vie que j'ignorais exister dans la mémoire de quelqu'un d'autre. Pour mes 10 ans, elle écrivait qu'elle espérait que j'aimais les livres. À 15 ans, elle s'imaginait encore mes cheveux foncés comme les siens. À 21 ans, elle racontait qu'elle se tenait parfois dehors, près des grilles de l'aire de jeu, juste pour se rappeler le son d'un rire d'enfant. À la 6e lettre, j'ai arrêté de m'essuyer les yeux. J'ai laissé couler les larmes en silence, page après page. Il y en avait 14 au total. Dans la dernière, datée d'il y a 3 ans, elle avait écrit « Si tu ne lis jamais ceci, je comprendrai. Mais je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé d'être ta mère. Pas dans mon cœur. Je n'ai juste jamais eu le droit de le dire à voix haute. » Agnès est restée assise en face de moi tout ce temps, les mains jointes, le visage immobile. Elles ont frappé à ma porte le jour de ta naissance, a-t-elle dit. Elles cherchèrent un quartier tranquille pour élever leur fille. Je n'ai compris l'histoire que plus tard. Mais quand elles m'ont demandé de brûler ces lettres, elle a laissé sa phrase en suspens. Je n'ai pas pu. J'ai regardé de nouveau l'enveloppe, l'écriture, le nom, la vérité dont j'ignorais jusqu'au désir. Je dois la trouver, ai-je dit. Ma voix ne tremblait pas. Elle était claire et pleine, comme si c'était non seulement moi qui parlais, mais aussi la fille sans bougie d'anniversaire, l'adolescente qui chantait seule, et la femme qui avait dressé une table pour des fantômes. Agnès a hoché la tête et a pris ma main. Elle n'a jamais cessé d'écrire, a-t-elle dit. Ça doit vouloir dire quelque chose. Et ça voulait dire quelque chose. Je n'ai pas appelé avant. Je voulais qu'il soit pris au dépourvu. Caroline a ouvert la porte, portant un tablier de Thanksgiving, en janvier. Son rouge à lèvres était frais. Son sourire s'est estompé quand elle m'a vu. Joanne, on ne s'attendait pas là. Je sais, ai-je répondu en entrant. La maison n'avait pas changé. Les mêmes meubles au dossier droit, les mêmes portraits de Benjamin et Rachel dans le couloir. La même absence de moi. Walter est apparu dans la pièce, tenant une tasse, meilleur papa du monde. Il s'est arrêté en me voyant, puis l'a posée sans rien dire. J'ai trouvé les lettres, ai-je annoncé. De la part d'Evelyne. Silence. La main de Caroline serrée contre le plan de travail. Walter clignait lentement, comme s'il n'avait pas bien entendu. Agnès les a gardées, ai-je précisé. 14 en tout. Une pour chaque année. Walter a regardé Caroline. Elle, fixait le sol.
Je suis venue pour une seule raison, ai-je dit. Pas pour une excuse, ni une justification. Juste pour rendre l'histoire. J'ai posé les lettres, toujours attachées par le ruban rose fané, sur la table entre nous. Je ne les ai pas défaites. Je ne suis pas là pour quémander de la reconnaissance. Vous vous racontiez l'histoire que Dieu vous avait donné une épreuve à supporter. Que j'étais un test de patience, un devoir moral. Caroline ouvrit la bouche, mais je levai la main. Vous disiez que je devais être reconnaissante pour la nourriture, le toit, la miséricorde de Dieu. Mais pas une seule fois, pas en 28 ans, vous ne m'avez remercié d'avoir été l'enfant qui n'a jamais demandé pourquoi. La mâchoire de Walter se crispa. Toujours aucun mot. Je sais qui je suis maintenant, ai-je poursuivi. Je suis la fille d'Evelyne. Je suis la fille qui a écrit son prénom dans une Bible d'occasion et qui s'est cuisiné son propre gâteau d'anniversaire. Je suis la femme qui a attendu 28 ans pour être vue et qui a enfin cessé d'en avoir besoin. Je me suis tournée pour partir. À la porte, je me suis arrêtée. Vous auriez pu laisser l'amour grandir ici, mais vous avez choisi le contrôle. Et je suis partie. Dehors, l'air était froid mais clair. Agnès m'attendait dans sa voiture, garée un peu plus bas dans la rue. Elle ne m'a pas demandé comment ça s'était passé, elle a simplement ouvert la portière passager et m'a dit « Tu es prête ?» J'ai hoché la tête. « Brooklyn, c'est loin, ajouta-t-elle. » J'ai attendu plus longtemps, ai-je répondu. Nous avons roulé en silence un moment, les lettres posées entre nous comme un passager enfin reconnu. Brooklyn ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé, non pas parce que j'y avais déjà été, mais parce que je l'avais tant de fois rêvé qu'il avait fini par prendre une forme bien à lui. Je m'attendais à quelque chose de plus bruyant. À la place, j'ai trouvé le calme. Des rangées de vieilles maisons en grès brun, des trottoirs étroits couverts de feuilles de la semaine passée, une épicerie de coin aux enseignes peintes à la main. Agnès attendait dans la voiture pendant que je me tenais devant le portail. L'appartement était au 2e étage, rampe en fer, marches ébréchées, une couronne fanée toujours accrochée à la porte, bien que Noël soit passé depuis longtemps. J'ai frappé une fois, puis une deuxième. Quand la porte s'est ouverte, ce sont ses yeux qui m'ont frappé en premier. Noisette, comme les miens. Ses cheveux étaient relevés en un chignon lâche, strié de gris mais empreint de dignité. Ses mains, fines et stables, reposaient sur l'encadrement de la porte comme si elle avait besoin de s'y accrocher. « Oui » demanda-t-elle, avec prudence. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Alors j'ai glissé la main dans ma poche et je lui ai tendu la première lettre, celle qu'elle avait écrite en tout premier. Elle l'a regardée, puis m'a regardée. « Joanne » a-t-elle murmuré, comme si elle ne croyait pas à sa propre voix. J'ai hoché la tête. Sa main est allée à sa bouche, mais les larmes sont venues avant les mots. Elle a reculé et a ouvert la porte plus largement, et je suis entrée. Il n'y eut pas de grandes embrassades dramatiques, pas de musique émotive en fond sonore, juste le craquement du vieux parquet et le silence doux de deux vies en train de se retrouver. Elle a fait du thé. Je me suis assise à sa table de cuisine marquée, usée, authentique. Elle a sorti un album photo que je n'avais jamais vu mais que je semblais déjà connaître. « C'était toi », dit-elle en montrant une échographie collée à l'intérieur de la couverture. « C'est là que tu as commencé. » Nous avons parlé jusqu'à ce que le thé refroidisse. Elle n'a jamais posé de questions sur eux. Elle s'est seulement intéressée à moi, ce que j'aimais lire, ce qui me faisait rire, ce dont je rêvais quand j'étais petite. Et pour la première fois de ma vie, j'ai répondu. 1 an plus tard, j'ai dressé la table à nouveau. Les mêmes assiettes en faïence, les mêmes serviettes en tissu lavé et repassé. Mais cette fois, la table semblait pleine avant même que quelqu'un ne s'y asseye. Non pas parce que je l'espérais, mais parce que j'avais choisi qui avait sa place. Evelyne avait apporté des patates douces à la cannelle et à la muscade. Agnès est arrivée avec ses habituels biscuits à la mélasse, encore chauds dans leur boîte. Une voisine de mon immeuble est venue avec des petits pains faits maison, son petit garçon la suivant avec une dinde en papier fabriquée à l'école. Nous ne nous sommes pas habillés avec élégance. Nous n'avons pas récité de versets. Aucune prière n'a été imposée. Et pourtant, la grâce remplissait chaque coin de ce petit appartement. Je n'ai pas allumé de bougies pour faire joli. Je les ai allumées parce que cette lumière, je l'avais méritée. Evelyne a demandé si elle pouvait dire quelque chose avant que l'on commence à manger. Elle s'est levée lentement, un verre à la main, sa voix douce mais assurée. J'imaginais souvent à quoi ressemblerait ton premier vrai Thanksgiving, dit-elle, les yeux posés sur moi. Et je t'ai toujours vu à la tête de la table, riant, aimé, libre. Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai pris sa main, puis celle d'Agnès,
et le petit garçon a tendu la sienne par-dessus la table, attrapant la manche de sa mère. C'est ainsi que nous nous sommes assis, les mains liées. Sans spectacle, sans permission. J'ai regardé autour de moi les personnes réunies, non par obligation, non par devoir, mais parce qu'elles voulaient être là. La dinde refroidissait, la tarte s'était fissurée sur les bords. Rien n'était parfait, mais cette table était la mienne. J'ai gardé le ruban, pas les lettres, je les ai rendues à celles à qui elles appartenaient. Mais le ruban, usé et doux, reste dans mon tiroir du haut. J'ai gardé la photo encadrée qu'Agnès avait prise, écureuil compris. Elle repose à côté d'une nouvelle Evelyne et moi, main dans la main sur les marches du perron. Et j'ai gardé mon prénom, pas celui qu'on m'appelait quand on exigeait mon obéissance, mais celui qu'Evelyne écrivait, année après année, Joanne. Avec espoir, avec amour. Certaines histoires commencent dans le silence. La mienne a commencé avec une lettre qu'on n'était jamais censé lire.